Donc, nous allons parler de Doc On-Chain et de son positionnement dans cette révolution du monde du travail du Web 3.0. Donc, en termes de timing, 45 minutes de présentation, puis 20 minutes de questions-réponses. Et pour vous présenter notre invité en 2 mots, Frédéric Sora, qui est un serial et entrepreneur, passionné par la tech, investisseur, et qui voyage à travers le monde pour sourcer des technologies et développer des ventures dans la blockchain. Donc, il a participé dans plusieurs ventures dont il nous parlera, et puis plusieurs exits aussi, au passage, plutôt successful. Et il a sauté dans la crypto en 2016, notamment dans la blockchain, et puis en 2019 avec Doc On-Chain. Donc, tu vas nous en parler, mais donc globalement de ce que tu m'en as dit, avec Doc On-Chain, vous repensez le modèle de ce qu'on appelle la gig economy. Donc, c'est le travail des talents indépendants pour le Web 3.0, en fournissant des solutions et des outils aux entrepreneurs indépendants et aux freelancers, aux créateurs, pour booster leur business en tirant parti de la blockchain, du NFT et de la token economy. Donc, votre conviction, c'est que le travail à distance, ou work from home, WFH, continuera d'augmenter dans les années à venir, et vous proposez des solutions et des outils pour aider les utilisateurs à travailler à distance et à dynamiser leurs revenus. Alors, pour démarrer notre échange, est-ce que Frédéric, tu peux nous dire en quelques mots, peut-être déjà te présenter, parler de toi, et puis comment tu as plongé dans la piscine de la blockchain et de la crypto-économie? Donc bonjour d'abord, enfin bonsoir pour moi. Donc merci de m'avoir ce soir. Bon, je pense que tu as dit déjà pas mal de choses, mais un peu pour me présenter. Donc bon, je suis dans le monde de la tech depuis une vingtaine d'années. Je ne veux pas dire plus parce que je ne veux pas paraître trop vieux, mais j'ai vu toutes les phases de Web, Web 1, Web 2, Web 3. J'ai un parcours plutôt atypique. Mon rôle, c'est de développer des tech plateformes. J'ai commencé par un medical search engine au début qu'on a revendu pour arriver au big data et en fait et machine learning que j'ai revendu aussi et en fait j'ai intégré ce que tu disais, plusieurs founding teams avec pour mission de développer les plateformes et de sourcer les technologies pour pouvoir mettre en place les idées qui allaient être développées. Et bon, tu parlais des succès, on a eu quelques succès, mais on a eu des échecs aussi. Et je dirais que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle une learning curve. J'ai beaucoup plus appris des échecs dans mes aventures parce que tu retiens les choses à ne pas reproduire. Et en faisant des analyses, ça te permet de progresser. Donc, il n'y a pas eu que des succès. Et donc, comme tu l'as dit, je suis rentré dans la crypto en 2016. En fait, j'étais à Hong Kong, j'ai vécu 6 ans à Hong Kong. Et en fait, j'aurais pu y rentrer dès 2013. J'ai des amis qui ont monté un exchange à Hong Kong qui me disaient de venir avec eux, de faire des choses. Le blockchain, le Bitcoin était autour de $100. Donc, c'était intéressant. Et en fait, j'y suis pas rentré tout de suite. Et j'y suis rentré en 2017, début 2017, donc je suis rentré à $1 700, ce qui était déjà beaucoup, parce que je croyais plus à la techno derrière qu'au Bitcoin. Puis un jour, je me suis laissé tenter. Et en fait, après, donc j'ai basculé dans la blockchain vraiment avec une première société qui a développé des battle games, ce qu'on appelle les collectible cards, dans la blockchain, donc avec déjà des NFT en 2017. Et puis ça a été bloqué par le Covid parce qu'en fait les championnats se sont arrêtés. Enfin bon. Et en 2019, et puis à l'époque, ça s'appelait pas. Ouais, ça s'appelait pas NFT crypto. à l'époque, ouais. Non, pas encore, mais on était déjà dans un système on organisait des battle cards. Donc tu achetais des cartes collectibles et en fonction des cartes que tu avais des clubs, en fonction des résultats des clubs le week-end, tu gagnais des battles où tu en perdais et tu gagnais des NFT en fait. Et en fait, quand la pandémie est arrivée, les championnats se sont arrêtés et notre projet s'est arrêté et je suis parti sur d'autres choses. Et donc, pour revenir à Doc On-Chain, donc
en rencontrant Raymond Barriou, qui est un ancien banquier CIO qui a bossé donc qui était dans le monde corporate, et quelques mésaventures qu'il nous a racontées sur la première génération des e-signatures, avec des signatures qui avaient été falsifiées sur des documents. Puisque la première génération des signatures, avec Photoshop et un éditeur de PDF, c'est quand même facile de falsifier les choses. Donc, moi, étant dans la blockchain, on s'est dit qu'il y avait des choses à faire, et DocOnchain est né comme ça, en fait. Donc voilà, et depuis, on a lancé l'aventure. On devait démarrer sur un petit truc pour s'attaquer à DocuSign. Et en fait, comme toujours, c'est parti sur un truc beaucoup plus profond. Et maintenant, on est en train de redessiner ce qu'on appelle redesigner la geek et créateur économie avec le Web3 et avec des applications blockchain et NFT pour pouvoir en fait aider ce qu'on appelle les freelancers d'un côté, donc qui utilisent nos solutions Doc Paperless, et puis les créateurs de l'autre côté qui utilisent notre solution copyright NFT, donc une nouvelle génération de NFT, pour pouvoir booster leur business. Donc on va pouvoir en parler un peu plus, mais voilà comment ça a démarré en fait. Voilà comment ça a démarré. Excellent. Donc ça a démarré en fin 2019. Fin 2019, ouais. D'accord. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors qu'est-ce que c'est en fait? Alors, DocOnchain, on va dire que bon, c'est ce que tu disais en fait. C'est un network décentralisé pour freelancers et créateurs, donc ou ce qu'on appelle un Web3 network. Et en fait, le principe, c'est qu'on est persuadé que le travail à domicile, le remote work, va exploser dans les années à venir. Ça a déjà commencé avec le Covid, ça a été accéléré. Mais on parle aux États-Unis d'avoir 50% du monde du travail qui va travailler en partie à domicile dans les années à venir. Et dans les pays émergents, c'est encore pire que ça. Donc, c'est assez intéressant. Et on pense que en aidant les entrepreneurs à basculer dans le monde du digital avec des outils sécures, il y a un vrai marché à développer. Et dans un même temps, il y a aussi des modèles à complètement redessiner, puisque donc les modèles de la geek economy, donc les providers de services comme Fiverr.com, sont sur des modèles, je dirais, Web 2, où en fait les plateformes s'enrichissent. Les plateformes prennent 20 ou 30% des proceeds, des fees sur les freelancers. Ils accaparent les clients et ils partagent pas, ils laissent pas la relation entre clients et freelancers s'établir directement. Donc, on pense qu'il y a un moyen de rentrer sur ce marché et de complètement le révolutionner avec des outils Web3, et c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Alors justement, comment ça marche en termes de modèle économique finalement? Parce qu'à un moment donné, comment vous rémunérez? Eh ben, le modèle économique, donc c'est ça qui est, je dirais, qui est le côté fun de quand tu lances une entreprise, en tout cas pour moi. Puisque donc j'ai participé à pas mal. Donc maintenant, c'est plus trop, je dirais, pas de l'argent, même si c'est intéressant de faire des succès, mais c'est surtout de poser des empreintes. Donc en fait, le côté fun, c'est de pouvoir innover sur les modèles et de créer ce que j'appelle un truc esthétique aussi, quoi. Donc en fait, nous, ce qu'on fait avec DocOnchain, c'est qu'on redesign le SaaS modèle, Software as a Service, avec une token économie. Donc, on a des indépendants freelancers ou créateurs qui s'abonnent à la plateforme. Ils peuvent s'abonner à différents plans. Il y a des plans gratuits, free plan, jusqu'à des plans pour des équipes de 4 ou 5. Donc, on a différents tarifs. Et ils peuvent le faire avec de la fiat money. Donc, on utilise une payment solution internationale qui s'appelle Stripe. Et ils peuvent le faire also en crypto s'ils veulent. Et on utilise les majors crypto sur la plateforme. Et donc, la partie innovation, c'est que, en fait, c'est comme dans les jeux, les plateformes de jeux. Quand tu t'abonnes et tu prends un plan, tu récupères un certain nombre de crédits. Et le crédit, c'est un stablecoin, de crédits chaque mois. Et en fait, quand tu utilises nos outils, tes crédits sont débités. Et si certains mois, tu as plus de documents à traiter ou tu as plus de copyright NFT à créer, en fait, tu peux toujours acheter des crédits sur la plateforme, soit en fiat, soit en crypto, en fait.
Donc Donc en ça, fait, tu c'est le achètes premier tes layer. services avec la... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, ça c'est le premier layer. Donc tu achètes des services en achetant des crédits. Et en fait, tes Vas-y. crédits sont débités quand tu utilises les services. Donc ça, c'est un premier layer, une première couche qui permet aux indépendants de dire, bon, bah, nous, on veut rester indépendants, mais on veut utiliser vos outils pour booster notre business. Donc, on veut utiliser, par exemple, Doc Paperless, vos outils pour pouvoir créer des deals, signer des documents et puis manager nos documents avec le Doc Passport. Et donc, derrière, il y a chaque fois qu'un document est complété, il y a des crédits qui sont déduits de leur plan. Et tous les mois, il y a des nouveaux crédits qui sont ajoutés via le plan qu'ils ont choisi en fait, dans le système. Donc ça, c'est le premier layer. Et en fait, le deuxième layer qu'on est en train de mettre en place, c'est la Geek Marketplace. Et là, en fait, c'est pour pouvoir dire à des entrepreneurs, donc des freelancers et des créateurs, leur dire, bon, bah, si vous voulez qu'on vous apporte des clients, on met en place cette Geek Marketplace. Et là, elle fonctionne sur une token économie. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, les clients achètent les geeks avec du. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours Ok, là. ok, ok. Achètent les gigs Juste, avec des j'ai crédits, arrêté mais ma vidéo parce qu'effectivement, j'ai d'accord. beaucoup de latence. Donc, Ok. t'inquiète Non, non, je dis, ils achètent donc les pas. Ouais. gigs avec des crédits. Donc, par exemple, si tu as un gig qui fait $100, l'acheteur peut acheter le gig et il achète des crédits en fait. Donc, 1000 crédits, puisque un crédit est égal à 0,1 dollar, c'est un stablecoin. Donc, avec de la fiat monnaie ou avec des cryptos. Et en fait, quand le gig est développé, donc est délivré, en fait, le freelancer récupère les crédits et il peut les convertir en tokens pour pouvoir ensuite les sortir en dehors de la plateforme avec un DEX pour les échanger contre d'autres cryptos ou pour faire un cash out dans la monnaie locale pour pouvoir utiliser l'argent pour payer leurs factures. Dans un même temps, ils peuvent laisser une partie des revenus en token sur la plateforme et ils récupèrent ce qu'on appelle des rémunérations passives avec un staking programme et du yield. Donc, ils ont des intérêts qui tombent. Donc, ils peuvent gagner encore plus d'argent avec ce genre de choses. Donc, Donc, voilà, on c'est a. en plein dans la finance décentralisée, là. Ah oui, complètement, là, complètement. C'est-à-dire que ça nous permet deux choses. D'abord, ça permet d'aller plus vite parce que derrière, le paiement est instantané, donc on passe plus par les banques. Et de l'autre côté, ça nous permet donc d'avoir un fee qui est beaucoup moins important puisqu'on on parlait de 20-30% pour les plateformes classiques du Web 2. Nous, on prend 1% sur les freelancers et 4% sur les buyers, sur les acheteurs. Donc, en fait, un Incroyable. freelancer se retrouve, au lieu de payer 20-30%, à payer 1% et de bénéficier d'outils complets avec Paperless et Copyright NFT pour pouvoir, en fait, utiliser nos outils dans le forfait. Donc, ça, c'est super intéressant. Et de l'autre côté, on crée, pour finir la description un petit peu, on crée une nouvelle génération de gigs, puisque jusqu'à présent, quand tu vas sur une plateforme, par exemple, tu veux acheter une vidéo, donc, tu interfères avec un freelancer, mais tu passes tout le temps par la plateforme qui joue l'intermédiaire parce qu'elles ne veulent pas que les deux soient en contact direct. Et quand tu achètes la vidéo, en fait, tu l'achètes à la plateforme, mais tout ce qui est, je dirais, droit et copyright, c'est ce qu'on appelle gray area. C'est pas très clair dans le système. Et là, avec notre système, donc quand tu achètes une vidéo, ce qu'on appelle un intangible asset, où tu vas acheter un bout de code, où tu vas acheter un software, où tu vas acheter de la musique, du son ou des tutoriaux, et ben en fait, au moment où l'asset et le gig est délivré, on va aussi transférer le copyright NFT à l'acheteur qui, lui, va récupérer le NFT copyright et les droits et ainsi avoir des droits protégés dans la blockchain via le copyright NFT. Donc, c'est complètement une nouvelle génération de gigs qui permet d'être établi avec le Web3 en fait.
Et alors, du coup, tu as parlé de quelques services là, Oui. copyright, et puis. Oui, on a alors les trois gros services on a sur la plateforme. Le premier, c'est ce qu'on appelle un Doc Paperless. Donc, c'est une suite de solutions qui permet de préparer des deals ou préparer des contrats ou des agréments avec un système de messaging où tu peux envoyer des messages, partager des documents et un système comme on fait là de vidéo conférence, mais intégré dans la blockchain qui peut être recordé aussi. Et donc, à partir de là, quand tout le monde est d'accord, tu peux utiliser aussi d'autres outils pour envoyer le document à signer avec DocSign, qui est en fait un système qui permet d'associer les signatures à un unique NFT et donc d'enregistrer des transactions dans la blockchain quand tu signes un document. Donc, c'est super intéressant parce que, en fait, si quelqu'un t'amène un PDF avec 3 signatures en te disant, mais moi, j'ai signé ce document, c'est facile de le faire avec Photoshop ou avec un éditeur de PDF. Bah là, on a un système avec un QR code et ce qu'on appelle le Doc Passport, c'est-à-dire les éléments vérifiables dans la blockchain, où tu peux en fait aller vérifier le document et voir les transactions qui ont été enregistrées dans le ledger, le blockchain ledger. Et si tu as par exemple que deux fingerprints et timestamps sur deux signatures qui sont authentifiées à deux différentes personnes et que tu as 3 signatures sur le document, bah, le document va être analysé comme un fake directement. Et ce qui a été enregistré dans la blockchain fera preuve que cette troisième personne n'a pas signé le document. En fait. Donc, les signatures NFT, c'est la nouvelle génération de e-signature qui permet d'authentifier les signatories, les signataires, et d'authentifier les signatures sur un document via une transaction qui a un hash, fingerprint, et aussi un timestamp, ce qui est super important. Donc ça, c'est le premier produit. Donc il y a la préparation, la signature et le management des documents avec le Doc Passport. Donc on a d'autres features parce qu'en fait, on enregistre aussi les documents sur un système de serveur avec un layer qui protège les documents, donc il les rend tamper-proof, infalsifiables. Parce qu'en fait, normalement, pour faire court, quand tu stores un document classique dans une database, ton document, il est en une pièce. Là, en fait, la blockchain automatiquement va fragmenter le document comme un puzzle, va encrypter tous les éléments du puzzle, va les dupliquer et ensuite va les storer sur ce qu'on appelle un network de nodes, donc un network de microserveurs. Et en fait, ce network de nodes va être lui-même storé dans la database. Ça fait que si ta database est hackée et que quelqu'un peut ouvrir un node, ce qui est fort peu probable, il n'aura que des fragments de documents. En fait. Donc voilà, Doc Paperless, c'est une suite de solutions pour des entrepreneurs et des freelancers pour les aider à continuer à développer leur deal avec du remote work. Et de l'autre côté, pour les créateurs, donc on a lancé une nouvelle génération de NFT intelligents qu'on appelle Doc Copyright NFT et qui te permettent en fait d'enregistrer dans la blockchain ton copyright et les évidences associées au copyright. Donc, ce qui fait quand tu as du infringement de ton copyright, tu peux en un clic récupérer tous les éléments et le timestamp qui est super important pour dire que tu avais créé cet asset avant celui qui l'a infringé, dupliqué. Et donc, tu peux donner ça à un avocat pour pouvoir te défendre. Donc, ça te permet de protéger le copyright et en même temps, ça permet donc avec les NFT de monétiser tes original work de manière beaucoup plus intéressante dans le monde digital avec un système de tokenisation ou un système de ce qu'on appelle de sub-NFT. Je vais donner un exemple pour être plus concret pour les gens qui nous écoutent. On travaille dans le monde de la musique, par exemple, et donc un musicien qui crée un nouvel album, il peut enregistrer l'album avec un copyright NFT, donc par exemple 10 chansons. Et donc l'album est enregistré dans la blockchain, il est recordé dans la blockchain, et donc tu as un copyright NFT pour l'album. Mais après ça, il peut utiliser ça pour extraire une chanson, pour créer ce qu'on appelle un sub-NFT,
un autre NFT. Et cette chanson, il peut y associer un making-of, une courte vidéo. Et donc, le package, donc ce qu'on appelle l'asset, il va pouvoir, par exemple, en créer 100 exemplaires. Et ces 100 exemplaires, il va pouvoir les vendre sur une marketplace ou les donner comme reward à des fans qui pourront, eux, les trader sur une marketplace derrière. Donc, c'est un moyen de créer des objets uniques qui sont vendus comme NFT, mais en même temps avec un transfert de droits et une protection du travail original avec le copyright NFT. Donc ça, c'est nos deux principaux produits qui sont vendus sur le Layer 1 avec un système d'abonnement comme j'en parlais avant. Et en fait, le deuxième layer qu'on va lancer en janvier, c'est la Gig Marketplace, où là, on propose donc à des acheteurs de services ou de intangible assets, d'original work, et des vendeurs de se retrouver sur une marketplace, d'utiliser nos outils pour préparer un contrat avec le messaging, la vidéo, de signer un deal et après de pouvoir échanger ce que tu ne peux pas faire sur les plateformes de gig à l'heure actuelle, mais de pouvoir avoir des vidéos pour pouvoir voir les progrès et ensuite d'établir des transactions quand le gig est terminé, des transactions utilisant la token économie, comme je l'ai décrit précédemment, et en même temps un transfert de copyright NFT pour le bailleur qui se retrouve avec les droits et quelque chose qu'il pourra revendre ou renégocier plus tard. Donc voilà en gros les outils principaux en fait. Très clair, merci Frédéric. Une question sur votre organisation, votre équipe, quelle est la taille de l'équipe et puis aussi sur ton rôle en tant que CEO et cofondateur, comment tu le définis dans l'entreprise, s'il te plaît? Oui, alors, alors on va peut-être commencer par l'équipe. Donc, on a une petite équipe, on est en mode guérilla, ça c'est très important, j'ai appris ça par expérience, c'est-à-dire que quand on démarre, il vaut mieux avoir une petite équipe et derrière avoir des gens spécialisés dans les différents domaines dont tu as besoin. Donc mon expérience, tu vois, a montré que la quantité, c'est pas ça qui fait la différence. Souvent, tu vois des startups qui essayent de recruter à tout va, et c'est pas l'intérêt. L'intérêt, tu fais ça quand tu progresses, quand tu commences à avoir du chiffre, etc. Donc, on a une équipe de 25 personnes, principalement des développeurs. On a une équipe de management de 3 personnes. On a des personnes pour le marketing. Et on a surtout un data analyst. Ça, c'est super important. J'ai appris ça aussi avec l'expérience. Parce que c'est celui qui est capable d'analyser les KPI et de pouvoir, en fait, à chaque fois, te produire du data et t'expliquer là où tu vas, si tu vas dans la bonne direction ou la mauvaise. Et ça, c'est très, très important. Donc, en c'est fait, un data analyst plutôt sur l'usage, en fait, ce que je comprends. Ouais, c'est un data analyst sur les premiers. C'est quelqu'un qui a soif de choper tous les data qu'il peut choper et d'essayer de comprendre qui sign up, qui s'abonne, qui utilise le truc, comment il les utilise. Quand tu dépenses de l'argent sur des social networks, quel est le CAC, le cost acquisition client. Vraiment qui est donc capable plutôt le bras armé du gros hacker, quoi, quelque part. Ouais, complètement. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt du gros hacking et c'est plutôt vraiment un geek. Là, on a quelqu'un et moi je l'embarque sur tous mes projets. C'est un type, tu lui ouvres un truc, il est capable d'aller chercher, d'analyser et de te sortir des KPI et de te faire comprendre les directions, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut améliorer, etc., etc. Donc, tu as des trucs super simples, tu vois. On monte une plateforme, par exemple, bien sûr, sur le desktop, donc sur nos computers, etc. Et puis, on s'aperçoit que nos principaux utilisateurs sont en Asie, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, et que 80% sont sur le mobile. Donc, tu as intérêt de bien repenser ton mobile parce qu'en fait, toute l'expérience utilisateur apparaît dessus. Bon, bah ça, c'est ton data analyst qui est capable de te raconter tout ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, moi, mon rôle, eh bien, écoute, je suis ce qu'on appelle le showrunner. C'est-à-dire que je suis celui qui organise le show et c'est celui qui fait le lien avec l'équipe. Et on va dire que je suis celui qui transforme, j'aime bien cette expression, celui qui transforme les mais en et. Parce qu'en fait, dans une organisation, dans une équipe, tu as toujours des gens qui viennent en disant mais
Ah oui, mais si on fait ça, ça va poser un problème. Ah oui, mais là, je comprends pas bien. Et est-ce que ah oui, mais il faudrait peut-être pas faire ça. Et en plus, les gens du corporate qui disent ah oui, mais là, si on dépense, etc. Donc toi, ton rôle, c'est de transformer ça en et. Ah oui, mais et on devrait faire ça parce que ça va nous amener ça. Et oui, mais et si on fait ça, on va avoir ça, donc on pourra avoir ça. Donc mon rôle, c'est ça, tu vois, c'est de transformer les mais en et donc de réorganiser les trucs. Donc voilà, donc de manière plus générale, si tu veux, mon rôle, c'est d'être à l'écoute entre l'extérieur et l'intérieur. Et je prends les décisions après concertation, quoi, en fait. Et ça, c'est super important parce que il faut en même temps voir ce qui se passe à l'extérieur. Il ne faut pas avoir la tête dans le guidon. Donc, prendre des informations, être en permanence en train de lire, de voir, de discuter, etc. Et en même temps, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour voir comment la team avance, comment ça se passe, ce que te dit ton data analyst, ce que te dit tes tech développeurs, etc. Donc, c'est pour moi super important. Je suis très fan d'un truc qui s'appelle le jazz management. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est très sympa. Non, vas-y, je t'en prie. Le jazz management, c'est de trouver l'équilibre dans la théorie du chaos. Donc, c'est une question de perméabilité entre l'extérieur et l'intérieur, et en même temps de pouvoir aussi faire quelques improvisations quand tu as des problèmes qui se présentent pour pouvoir passer à l'étape d'après et pouvoir suivre tes milestones et continuer ta roadmap. Donc, c'est toujours cet équilibre. Et le rôle du showrunner, c'est ça, c'est de tous les jours d'être en permanence à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, de tes investisseurs, des utilisateurs, etc., et de ce qui se passe à l'intérieur, et de pouvoir de temps en temps improviser, innover, et en même temps de pouvoir avancer en fonction de la roadmap. Donc du texte. Donc c'est ce qu'on appelle le jazz management, et j'adore cette formule parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même, quoi. C'est assez intéressant. Donc voilà, et mon rôle aussi, je terminerai là-dessus, c'est de construire, et ça c'est mon expérience, de construire les fondations, donc avec une équipe commando, et ensuite de monter une équipe beaucoup plus solide et plus large pour dérouler le show. Mais j'avoue que maintenant, avec 20 ans d'expérience, je suis plus intéressé par construire les fondations avec une équipe commando, parce que tu pars de rien, tu construis, tu avances, tu vois les gens excités à utiliser tes produits. C'est toujours super intéressant, quoi. Donc voilà ce que je fais au quotidien, en fait. Excellent. Et tu joues de la musique? Tu joues du jazz aussi? Non, j'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique, mais j'en joue pas. Mais j'en joue tous les jours au bureau, en fait. donc voilà. Ça marche. Et une question un peu aussi pragmatique, là. Comment on fait pour investir aujourd'hui dans DocOnChain? Alors, c'est intéressant, c'est une question intéressante, c'est qu'aujourd'hui, tu investis dans DocOnChain via le token. Et je dirais que c'est un gros avantage pour les projets qui sont managés par des DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, parce que en fait, le Web3 permet de redistribuer les profits à une communauté à travers le token et les rewards. Et c'est intéressant parce qu'on a eu, si tu veux, 3 étapes dans le monde du web. Que moi, j'ai vécu une première étape où en fait, le financement était que du financement de VC. Et donc, en fait, tu ne pouvais pas, toi, personnellement, si tu aimais un projet, y participer. Donc, c'était embêtant. Et en même temps, tu avais des plateformes qui se faisaient un fric monstrueux sur le dos des utilisateurs, puisque tu vois comment ça se passe sur toutes les plateformes comme Facebook, etc. Donc c'est intéressant. Puis ensuite, tu es arrivé sur une deuxième période, donc récemment avec la crypto. Mais en fait, la crypto te permettait pas vraiment de rentrer dans un projet, c'est-à-dire dans une compagnie une start-up qui naissait, et de pouvoir investir et en récupérer les fruits si la start-up avait du succès. Et là, avec ce système de DAO, ça devient très intéressant puisque ça permet en fait à la start-up de redistribuer une partie des profits en reward ou sur du staking programme, donc avec un système de comment on peut dire ça, de yield, d'intérêt, c'est ça, ouais, d'intérêt. Et de validation des transactions, de participation à la validation des transactions, finalement, le staking, ça revient à ça, ouais.
Ouais, enfin, staking, c'est plus de toucher des intérêts, parce que le staking, en C'est fait, ça. c'est de dire aux gens, bon, bah voilà, plutôt que d'aller revendre tout de suite votre token, hein, vous le gardez, donc Vous you le mettez hold. chez nous dans un pool de liquidité. Voilà, exactement. C'est ça. Vous le mettez chez nous dans un pool de liquidité, et cette liquidité, ils vont vous garder sur 12 mois. On a deux plans qui vont venir là quand le public sales va démarrer. Et en fait, tu as un plan de 6 mois ou un plan de 12 mois, et tu bloques donc tes tokens initiales. Et en fait, tous les mois, tu vas récupérer 20% d'intérêt, et tu peux soit prendre tes intérêts et les utiliser, donc les cash out, les changer en monnaie, soit Mhm. les remettre dans ton staking, donc Mhm. les restaker en fait, et donc D'accord. agrandir ton pool de staking. Donc c'est Mhm. super intéressant. Et après, on a d'autres systèmes de reward pour redistribuer les profits. Donc Mhm. maintenant, c'est super intéressant de pouvoir investir dans des startups via le token quand elles sont Mhm. gérées comme ça, parce que ça permet de participer en fait au Mhm. succès de l'entreprise. Complètement. Donc, je reviens un peu sur finalement les motivations du projet. C'est quoi la grande motivation derrière finalement de Doc Chain? Alors, c'est aussi une question super intéressante, parce que je dirais qu'avec tout ce que j'ai vécu, et je pourrais écrire un livre sur tout ce que j'ai vécu, les hauts et les bas, et les problèmes dans les startups, et aussi des succès. Maintenant, il faut que je trouve un truc qui m'excite pour pouvoir rentrer dans des projets, quoi. Donc, je dirais que sur ce projet-là, Doc Chain, le long run, enfin la vision, c'était de participer à un projet éco-responsable. On n'a pas trop parlé de ça, mais en fait, quand tu démarres en étant paperless, donc en diminuant le nombre de papiers utilisés, c'est déjà un premier pas vers une gouvernance éco-responsable. Donc Mhm. ça m'intéressait. Et ensuite, dans notre roadmap, parce qu'on a une roadmap sur 5 ans, après avoir lancé la marketplace et roder la marketplace, on a aussi des outils carbone qu'on va mettre en place pour pouvoir mesurer la carbone footprint, et surtout créer un carbone token pour pouvoir aider des entreprises à faire ce qu'on appelle un offset de carbone, c'est-à-dire à investir dans des projets sustainable, des projets green, et en même temps, on va tokeniser ces projets pour permettre à ceux qui veulent faire du offset de leur carbone d'acheter Mhm. des tokens de ces projets green. Mais ça, c'est pour D'accord. plus tard, en 2022-2023. Et ça m'excitait, parce que je pense que le climat, et donc des gouvernances d'entreprises éco-responsables, c'est quelque chose de super important. Donc ça, c'était la première motivation, je dirais, sur la longue vie, le long run, la vision. Et en fait, la seconde motivation, qui était plus pragmatique, plus directe, c'était de redesigner le modèle des gig marketplace. Mhm. Parce que dans le web 2.0, bon, ce qu'on connaît à présent avec les fees inacceptables qui exploitent les freelancers, et le fait de garder le contrôle des acteurs et des data, c'est un truc qui me plaît pas. Et je pense Mhm. qu'avec le Web3, on était capable de repenser les modèles et de proposer des modèles plus équitables, en montrant que ça pouvait être très profitable aussi. Donc, Mhm. euh, donc ça, c'est super intéressant. Et ça nous permet aussi, bon, moi je suis dans les pays émergents, j'ai vécu en Asie pas mal de temps. Là, je tourne sur un triangle, Singapour, Hong Kong et surtout les Philippines, mais avec des Mhm. partenaires en Indonésie et en Malaisie. Et donc, en fait, de pouvoir offrir une solution à ce qu'on appelle un bank, donc des gens qui n'ont pas de banque compte, ce qui est quand même 2,5 milliards de personnes sur la planète. Mais tu as des gens qui ont des talents, d'énormes talents, et qui Mhm. peuvent en fait maintenant venir sur cette plateforme pour pouvoir vendre leur talent, et pour Mhm. pouvoir récupérer des incomes, enfin des revenus, et en fait vivre avec ça. Donc ça, Mhm. c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Mhm. Je comprends. Je comprends. 2,5 milliards, je savais pas. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ma question, en fait, après la suivante, c'est par rapport finalement, tu l'as dit un petit peu déjà dans une de tes motivations, comment tu vois Doc Chain dans 2 à 5 ans? Bah, bon, le but, c'est qu'on veut toujours être devant. Donc, l'idée, c'est qu'on soit ce qu'on appelle un des world leaders des plateformes Web3.
et un leader de la geek economy, quoi, en fournissant des outils à une communauté de remote workers. Encore une fois, je pense que le travail en digital, en remote, va continuer à exploser. Et je pense qu'en développant une plateforme qui est équitable, qui permet de laisser la communauté, je dirais, s'enrichir, tout en nous enrichissant aussi, je pense qu'on peut devenir un des leaders. Donc, on a une solide roadmap sur 5 ans. Avec des outils, comme je disais, on commence par des outils pour indépendants, puis la marketplace, et puis derrière des outils carbone. Et je pense que l'idée, c'est de devenir un des leaders mondiaux des plateformes Web3, puisque ces plateformes sont en train de redéfinir l'équilibre et prendre le pas sur le Web 2. C'est super intéressant. Je fais une petite parenthèse. Les plus en avance, c'est le monde du gaming, ce qu'on appelle les blockchain games maintenant, les play to earn. Donc les games comme Axie Infinity, je ne sais pas si on en a entendu parler en France, mais qui permettent de jouer, de gagner de l'argent et d'avoir des revenus réguliers. Ce qui est super intéressant, ce que je voulais noter, c'est qu'en fait, un jeu comme Axie Infinity se développe en dehors des stores, c'est-à-dire en dehors des mobile stores, en dehors de Apple et en dehors de Google Android. Et parce qu'ils l'ont voulu. Et donc, en fait, ils développent ce qu'on appelle du mobile web, et ils développent leur application totalement en dehors des stores. Et derrière, on parle de plus de 2 millions de joueurs journaliers, quoi, avec plus de 2 milliards de revenus générés. Donc, ça veut dire qu'ils montrent qu'en fait, on est capable d'être en dehors du système actuel et de créer un nouveau système. Et ça, c'est super intéressant. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette industrie. Non, mais ça me fait penser notamment à Axis Infinity. Là, 90% des utilisateurs sont issus des Philippines notamment et du Venezuela. Donc 40 et 50% de ce que j'avais lu aux dernières nouvelles. Et du coup, ça explique aussi le modèle aujourd'hui de croissance que tu as, surtout sur le triangle dont tu parlais. Et la stratégie que vous avez, qui est de démarrer par là pour ensuite conquérir le monde. Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, bon, alors, il y a sur les pays émergents, puisque Axie Infinity, maintenant, ça joue au Brésil, au Venezuela, sur l'Amérique latine. C'est combien de millions d'utilisateurs? C'est énorme, hein, je saurais plus dire. Mais... Ouais, c'est 2 millions journaliers. Donc, et ça continue à augmenter, donc c'est énorme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu crées une nouvelle économie. On commence à parler de ce côté-là, là, en Asie, de passion économie. Donc, en fait, où tu travailles sur les choses qui te passionnent et tu commences à gagner de l'argent. Donc, c'est super intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière, donc, Axie, c'est un jeu qui a été développé au Vietnam. Et derrière, donc, c'est maintenant joué dans les pays émergents. Et ils sont en train de développer encore plus de choses. Donc, c'est un système en évolution, mais ça montre un mouvement sur le travail à domicile et la façon de concevoir le travail qui est en train d'évoluer. Et ça, c'est super intéressant. Parce que finalement, le modèle d'OpenChain, le play to earn, bon, on n'est pas du tout sur le même registre, mais c'est quand même aussi de la rémunération, finalement, en échange d'un service, une action, une transaction. On reste sur la même philosophie, c'est-à-dire que, bon, on n'est pas dans du jeu, mais on reste sur la même philosophie avec un reward programme qui permet de tous les jours ou toutes les semaines de participer à ce qu'on appelle des bounties ou du référal et d'être rémunéré là-dessus et en même temps d'avoir un système de rémunération qui est dans le même système que le play to earn mais adapté à d'autres skills, enfin d'autres talents en fait. Dans le truc. Et ça va continuer à se développer, je pense, profondément. En fait. Et ensuite, une question un peu technique sur le choix d'infrastructure de la blockchain que vous avez fait et pourquoi. Alors, c'est intéressant parce que d'abord, j'ai pas mal d'expérience pour créer des plateformes avec mon équipe et en fait, l'idée, c'est que sur le papier, il fallait d'abord regarder ce qu'on voulait faire. Donc, on voulait quelque chose de scalable, on voulait pas de gas fee ou low gas fee, et on voulait un système permissionné, puisqu'on voulait quand même qu'on ne soit pas associé à des transactions de CryptoKitty ou le prochain lapin ou singe NFT et machin. Donc, derrière, et on voulait quelque chose de flexible dans la possibilité d'avoir pas tout
la plateforme on-chain. Parce que c'est le problème d'Ethereum et d'autres plateformes, c'est que tu dois tout développer, ce qu'on appelle les DApps, tu dois tout développer dans la blockchain. Et je trouve ça complètement pas acceptable parce que tu as plein de trucs que tu peux développer off-chain et derrière, dans la blockchain, que ne mettre que tes transactions et ce que tu veux storer. Donc en fait, Ethereum, on l'a vite éliminé. En plus, pour moi, c'est un truc qui est pas stable. Enfin, quand tu vois que derrière, ils font patch sur patch, il y a du ERC20, puis après ERC 721, puis ERC 1155. Ils patchent le truc, ça devient une usine à gaz. Enfin bref, vaut mieux pas trop insister là-dessus, mais si tu veux, on pourra en parler. Mais donc, on a utilisé un mix. C'est-à-dire, en fait, on a une architecture qui est basée sur une librairie d'API, et ça, c'est super important. Et donc, on utilise Amazon Web Services pour nos serveurs et pour une partie de l'infrastructure. Et on utilise une blockchain qui s'appelle NEM. Et cette blockchain, on a une fork pour Entreprise Solutions. Mais cette blockchain, elle permet d'abord de développer avec du langage normal pour développeurs. Tu n'es pas obligé d'apprendre un nouveau langage. Et surtout, elle fonctionne sur des API, donc elle nous permet d'avoir toute la plateforme off-chain et d'avoir simplement les transactions, les NFT et tout ce qu'on veut manager sur la blockchain, dans la blockchain. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus vite. Et derrière, on a des gas fees qui sont égales à zéro. Donc c'est super intéressant. Et donc ça nous permet de fixer le pricing qu'on veut. Donc voilà. Donc, et pour les NFT, on utilise une plateforme qui pour moi est en train de devenir la blockchain numéro 1, je pense, dans les années à venir. C'est une plateforme qui s'appelle Algorand. Et c'est un monstre. C'est des gars en Europe. Et ils ont développé des trucs extraordinaires, autant vitesse que coût, et que une blockchain sustainable qui permet d'être carbone neutral. Donc c'est super intéressant. Et là, on est en partenariat avec eux pour développer toute notre plateforme NFT avec eux. Donc le fait d'avoir basé notre architecture sur une librairie d'API, ça nous permet d'utiliser ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, et pas d'être esclave d'une blockchain et de pouvoir tout faire sur cette blockchain. Et ça, c'est super intéressant. Très clair. Très clair. Très intéressant. Je conseille aux gens qui veulent se lancer de faire ce genre de choses. D'être agnostique, en fait, c'est ce que tu conseilles. Complètement, et de pas dire je vais aller dans la blockchain et qu'est-ce que je peux faire là-dedans, et d'essayer de tout développer dans la blockchain, mais de voir ce que tu as besoin pour la blockchain, ce que tu as besoin d'être dans le blockchain ledger et d'être enregistré dans les transactions, et surtout ce que tu peux faire off-chain avec d'autres applications, parce qu'elles iront toujours plus vite. Et pour tes clients, ils seront beaucoup plus familiers d'une interface classique que d'être obligé d'apprendre la blockchain. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, tu as parlé des NFT donc, et du token, tu as parlé également finalement de gouvernance décentralisée, de tokens qui permettaient de payer des services. Bon, tu as quand même déjà émis un certain nombre de fonctions du token, mais est-ce que tu peux nous rappeler justement à quoi sert votre token aujourd'hui? Oui, donc enfin, on a déjà un peu évoqué ça. Donc, c'est-à-dire qu'en voilà, fait, ce qui est intéressant aussi, et je conseille ça aussi à des entrepreneurs, c'est qu'en fait, le token arrive dans notre roadmap au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'on a commencé à développer notre plateforme, on a développé des outils, ce que je disais, le premier layer, on a des utilisateurs, on a des milliers d'utilisateurs indépendants qui utilisent nos produits. Et maintenant, on dit, bon, bah voilà, il nous faut la Geek Marketplace. Et donc, pour la Geek Marketplace, on a besoin d'avoir un token qui va être le fuel de la marketplace, qui va être le fuel du reward programme. Et derrière, on veut créer un système donc, de management avec le DAO et le système de reward. Donc, on a besoin d'un token, donc on développe un token. Et après, on regarde quel est le meilleur token pour ce qu'on veut faire. Donc là, on a un token qui est un BSC sur la Binance Smart Chain. Et donc, qu'on va lancer, le premier public sale sera sur PancakeSwap. Donc, on a fait des études, on a regardé sur Ethereum, on a regardé sur d'autres plateformes. Et pour ce qu'on veut faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc là, on est on est en plein milieu d'un pré-sale qui est en plusieurs phases.
Il y a une phase 1, option 1 qui est terminée demain matin. On a Donc une la option pré-sale, 2. elle est sur Binance? Non. Le pré-sale, non, il est directement sur notre plateforme D'accord. où tu peux venir et acheter des tokens avec un gros discount. Et à D'accord. partir de C'est là, sur donc, DoconChain? C'est DoconChain.io? Non, c'est quoi le… alors le token sales, puisqu'en fait le DAO sera managé par DocToken, donc DOKOK, DocToken, D'accord. DocToken.app. Donc, si tu vas D'accord. sur doctoc.app et tu as un menu Sales et derrière Token Sales, et tu peux voir les pré-sales, tu peux voir les offres qui sont définies, etc. et participer. Et donc, tu participes en achetant, en pré-achetant des tokens avec du BNB. Puisque donc on a choisi BNB pour pouvoir en fait créer après un liquidité pool BNB DOC, c'est notre token. Et en fait, D'accord. tu récupères beaucoup de. Enfin, les prix sont discountés par rapport au prix du lancement sur le public sale, en fait. Alors justement, l'IEO, puisque ce Ouais, sera une IEO, c'est ça, c'est prévu pour quand? le 18 novembre. 18 novembre, d'accord, ok. Ouais, ouais, complètement. Donc là, si tu veux, on a un pré-sale en trois options. Une option pour les utilisateurs de Doc on-Chain, puisqu'on voulait les rewarder en premier. Une deuxième D'accord. option là, qui démarre demain pour des investisseurs, mais d'autres gens peuvent y participer. Et on a une troisième option, donc le dernier pré-sale, qui devrait être sur un launchpad et qui devrait être aux alentours de début novembre. Et ensuite, on a la première tranche de token sale qui est le 18 novembre. On aura 25 millions de tokens à 0,5 $ qui seront sur le marché. Alors, ce qui est intéressant aussi de comprendre sur ce qu'on fait, c'est que on a créé, on a minté un maximum de supply à 1 milliard de tokens. Mais en fait, on va avoir une initial supply de 120 millions de tokens, donc à peine 12%. Et en fait, après, les autres seront mintés step by step quand on en aura besoin. Donc l'idée, c'est qu'on contrôle le, 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 les Oui, tokens en circulation, c'est parce que ça, c'est ouais. vachement important pour manager le prix. Et le jour où on va, donc le 18 novembre, on va aussi annoncer et proposer notre staking programme pour dire aux gens, bon, si vous achetez du token, essayez de ne pas le revendre tout de suite. Si vous participez au staking programme, vous pouvez avoir 20% d'intérêt chaque mois, quoi, 240% Hmm. d'intérêt à l'année. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais, ouais, Et donc l'idée, c'est qu'on fasse monter le prix. On va annoncer aussi des partnerships dont je ne peux pas parler tout de suite, mais on bien va sûr. faire monter le prix au-dessus de 1 dollar très rapidement et ensuite de continuer à développer la plateforme. Donc c'est assez intéressant et il faut aussi avoir une stratégie parce que si c'est pour je vais dire, faire un token sales et je veux dire récupérer de l'argent avec un token et puis s'en aller avec ou avoir aucune stratégie, ben, Hmm. c'est pas bénéfique pour les token holders, quoi, en fait. Hmm, c'est clair, ça c'est clair. Ok. Donc justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette stratégie? Et puis, tu nous en as déjà dit pas mal, mais notamment plus sur finalement sur la révolution de cette économie-là du gig et des créateurs et cette transformation du travail à distance. Ben, c'est C'est quand intéressant. même, Donc, on en a ouais, déjà ouais, parlé ouais. pas mal. Mais moi, en Asie, je vois pointer là, une grosse transformation. Et Mm, aussi dans d'autres pays émergents. mm, Sur la notion de travail elle-même, j'étais sur une conférence où je discutais de ça. La notion de mm, travail à domicile, et ce que je te disais, on parle de passion work economy, la notion de mm, travail devient vraiment intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays émergents, il y a une grosse partie de la population en état de travailler qui sont ce qu'on appelle des OFW, c'est-à-dire des overseas workers, donc des gens qui partent à l'étranger pour pouvoir travailler. Malheureusement, quelquefois, ou la plupart
plupart du temps, c'est dans des conditions qui ne sont pas très acceptables. Donc, ils vont travailler soit au Moyen-Orient, soit dans d'autres pays. Et derrière, ils envoient l'argent à domicile. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que les gens commencent à comprendre qu'en fait, ils peuvent travailler à l'étranger tout en restant à domicile. Et ça, c'est carrément une autre philosophie, c'est-à-dire que de pouvoir en fait rester chez soi, mais via Internet, de pouvoir offrir des services qui peuvent être globaux et à l'étranger, de traduction, de développeurs, de développer du code, de pouvoir faire ce qui vous passionne. Jusqu'à présent, les gens, la jeune génération faisaient des choses qui les passionnaient, comme aller suivre des célébrités sur Facebook, liker, pouvoir faire des commentaires, etc. Ça leur apportait zéro et Facebook faisait une tonne d'argent sur eux. Et là, tu te retrouves avec des plateformes qui sont des NFT marketplace ou des plateformes qui disent à ces gens-là, bah, continuez à faire ce que vous faites, mais on va vous rémunérer pour ça. C'est-à-dire que vous allez gagner des NFT, vous allez gagner des tokens que vous allez pouvoir sortir et vous allez pouvoir gagner de l'argent en faisant ce qui vous passionne. C'est super intéressant. Alors, le monde du travail ne sera pas que ça, c'est-à-dire le monde du jeu ou le monde des NFT, mais derrière, ça engendre un modèle et un système que pas mal d'industries vont essayer de reproduire. Et en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fournir les outils sécures, donc via la blockchain, pour pouvoir justement continuer à booster son business en travaillant de cette façon. Excellent, excellent Frédéric. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations, c'était passionnant. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Doc On-Chain et puis aussi, comme vous l'avez compris, à participer à la pré-sale puisque le deuxième round sera demain. Ça démarre demain. Ouais. Ça démarre à partir de demain. Ouais. Ça marche. Et puis aussi, je tiens à remercier Léo de Lyon qui nous a mis en relation. Donc, tout à fait. Merci beaucoup à Léo. Je crois qu'il était là en tout début de conférence. Je l'ai vu passer. D'accord. De toute façon, je suis en contact avec lui. Oui, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde des tokens. J'apprécie et j'aime bien discuter avec lui. Tout à fait. Donc, merci à Léo. Ça m'a fait très plaisir d'être là ce soir. Donc, pareil. Donc, voilà. Merci. Si un jour tu veux parler de e-sport et aussi de tokens dans ce monde-là et tu sais ce que je t'ai expliqué, ce qu'on est en train de faire dans le monde. Absolument. À mon avis, c'est pour le deuxième chapitre, la deuxième session. Parce qu'en fait, j'ai deux sociétés. Donc, la deuxième société, on est en train complètement de réinventer le golf pour le e-sport. Et c'est super excitant. Donc, ça me ferait plaisir. Quand tu veux, on peut toujours… Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais écoute, à très vite alors. Et puis encore, merci Frédéric. Bonne fin de journée. Et Marion également, très bonne soirée. Et puis à bientôt alors. Très bonne soirée, merci beaucoup. Merci Frédéric.